Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. On est sur la 14e vérif. Voilà, je commence toujours ces épisodes de la vérif en faisant le compte. Voilà, on est à 14, ça fait plus de 20 épisodes de manière globale sur le podcast de 7ème dimension. Et j'avais annoncé dernièrement que, effectivement, il y aurait plus de podcasts. Et au final, le mec, il livre un podcast tous les mois. Donc non, mais il fallait que je me réapproprie un petit peu les lieux et que je reprenne un petit peu ma place derrière le micro. Donc quand je vous ai dit qu'il y aurait plus de podcasts, il y en aura plus. Donc il a fallu que je mette un peu les mains dans le cambouis et que je regarde où en était la vérif. Et puis la vérif, ça s'est pas arrangé parce que je suis à la bourre. Donc, effectivement, tout le monde a plus ou moins parlé ces derniers temps. Pas tout le monde, BFM TV n'a pas parlé de la réédition de Hard Target par ESC. Mais globalement, j'ai pu voir sur la toile que tout le monde en avait parlé. Et quand tout le monde en parle, qu'est-ce que je fais ? J'en parle aussi. Voilà, c'est intéressant comme concept. Donc, nouvelle vérif et de nouveau du Jean-Claude Van Damme. J'ai l'impression que 7ème dimension, là, va falloir sortir un petit peu du Van Damme parce que je suis un petit peu les éditions du coup de SC, les sorties de SC, et en plus, je me permets de faire des spéciales Universal Soldier, ce qui fait que j'ai l'impression que sur les 10 derniers épisodes, il y a au moins la moitié qui traite de la filmo de Jean-Claude Van Damme, mais j'ai envie de vous dire, quand on aime, on ne compte pas. Et ça, c'est important. Donc, Hard Target, ou Chasse à l'homme, chez nous, en VF, c'est un de mes Van Damme préférés. Moi, je l'aime bien, Hard Target, parce que il est génialement con et super jouissif. Donc déjà, Jean-Claude, le nom de son personnage, c'est Chance Boudreau. Donc déjà, quand t'entends ça, tu sais qu'il y a du lourd. Il y a du lourd en perspective. Il a cheveux gras. Il a une espèce... Alors, c'est pas un mulet, attention, c'est très technique, parce que le mulet, c'est court au-dessus et long derrière. C'est pas un mulet, mais il empiète sérieusement avec ce film sur les terrains capillaires de Steven Seagal. Et moi, j'ai une théorie. Plus le cheveu de Steven Seagal est long et gras, et plus c'est bon. Et là, en fait, il le bat à plate couture. Il a une coupe de cheveux, c'est pas permis. Un look. Donc voilà, donc on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Donc on va présenter un petit peu ce chef-d'œuvre du cinéma d'action qui est Hard Target, c'est-à-dire Chasse à l'homme. Voilà, je viens de le dire 2 fois, mais c'est pour gagner du temps et pour enchaîner les mots derrière. Donc, ce qu'il faut savoir avec Chasse à l'homme, parce que beaucoup de gens l'oublient, voilà, donc déjà à l'époque, on avait tendance à l'oublier, que c'était le premier film américain de John Woo. Alors, je vais vous raconter une anecdote. On avait, avec Peterson à l'époque, voilà, je parle du collège, on avait un pote qui était fan de John Woo, voilà, et on aimait bien lui dire que, forcément, voilà, nous citait le syndicat du crime, à toute épreuve, etc. Et nous, en arrivant, il disait, ouais, mais c'est aussi Chasse à l'homme, mec. Et là, la tête du gars, il se décomposait. Parce qu'en gros, globalement, il y a beaucoup de gens qui renient ce film-là dans la filmo de John Woo. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont honte. Voilà, quand on aime John Woo, on cite pas trop Chasse à l'homme. Tu sais, en fait, globalement, je parle un peu comme les jeunes, tu sais. Je m'adresse à toi, auditeur ou auditrice. Tu sais. Donc, globalement, il y a deux vilains petits canards dans la filmo de John Woo, notamment dans la filmo américaine, c'est Chasse à l'homme et Mission Impossible 2.
Voilà. Mais on a eu tendance à oublier un petit peu Chasse à l'homme, et certains croient toujours que le premier film américain de John Woo, c'est Broken Arrow. Et pourtant, Broken Arrow, ça c'est de la merde. Ça fait 3 minutes 40 que je parle, et je viens de dire, ça c'est de la merde. Voilà, donc... Mais moi je l'aime bien, Chasse à l'homme. Et je le préfère 100 fois à Broken Arrow, parce que il s'en dégage un fumé. Alors c'est pas un nanar, hein, attention, c'est pas un nanar, mais c'est tellement généreux et gratuit, c'est-à-dire qu'on n'en demandait pas autant, que ça fait plaisir. Donc, en gros, pour moi, Chasse à l'homme, c'est un petit peu le American Warrior 2, vous savez, le Avenging Force, qui aurait été réalisé par John Woo, parce que c'est à peu près la même histoire, globalement. Voilà. Donc, premier film américain de John Woo. Alors, souvent, on résume en disant que Van Damme, à cette époque-là, quand il en avait pas mis énormément dans le nez, il avait une volonté d'aller chercher les talents asiatiques. Alors, c'est pas que Van Damme, hein. Voilà. C'est aussi les producteurs américains. Et aussi une volonté, donc ça vous le verrez dans un bonus signé Monsieur Christophe Gans, c'est pas n'importe quel bonus quand même qu'on a sur cette édition, qui vous explique aussi qu'il y avait une volonté des talents, on va dire, de Hong Kong, de s'exporter à Hollywood pour se protéger aussi, on va dire, d'événements sociopolitiques qui pouvaient se dérouler en fait dans leur pays natal. C'est beau ce que je viens de dire, c'est fantastique. Donc voilà, donc c'est pas juste Jean-Claude qui se lève un matin et qui dit ouais putain John Woo c'est vachement bien, ou qui découvre John Woo alors que personne ne le connaissait. Tout le monde sait que déjà Tarantino vouait un culte aux 2 premiers syndicats du crime, et on a pu le voir en fait au travers de ses premiers films, parce que c'était cité directement en fait, hein. Donc notamment dans True Romance, où on en voit des passages. Voilà. Donc ça c'est important de remettre en place cette chose là, c'est que oui, Van Damme a fait le forcing pour avoir John Woo, mais il y a une volonté aussi d'Hollywood d'aller chercher John Woo. Voilà. Donc ça c'est important. Donc alors, ce qui est donc John Woo, voilà, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, il n'y a pas de hasard comme d'habitude, mais bon, quand même représenté, c'est quand même l'un des réalisateurs les plus influents du coup à Hong Kong à cette période-là. Donc c'est-à-dire que fin des années 80, début des années 90, le monsieur quand même, il se fait plaisir. Donc il enchaîne les 2 syndicats du crime qui sont produits par son compatriote Swark, qui lui aussi est réalisateur, donc ça c'est encore un autre sujet. Donc Swark produit, John Woo réalise, il fait les 2 premiers syndicats du crime, il fait Une balle dans la tête, il fait The Killer, et surtout pour moi à toute épreuve, voilà, que je porte en mon cœur. Ce film est fou. Et tout ça avec quasiment la même équipe technique, c'est-à-dire Yuen Woo Ping, je sais pas si je le prononce bien, mais moi je trouve ça cool, voilà, pour régler les chorégraphies, notamment au niveau des gunfights, et aussi l'acteur principal, voilà, on va dire l'acteur fétiche de John Woo, qui est Chow Yun-fat, voilà, qui lui aussi s'expatriera, avec un peu moins de succès, bien entendu, parce que là où il connaîtra la gloire à Hollywood avec Tigre et Dragon, après il finit quand même dans l'adaptation cinématographique de Dragon Ball, voilà, ça fait mal. Dans le rôle de Tortue Géniale. Voilà, ça fait un peu pitié. Et le gardien du manuscrit sacré, il sera abonné au second rôle de soutien asiatique. Vous voyez, le truc un petit peu raciste qu'aime bien Hollywood. Donc voilà, John Woo, c'est quand même pas mal de films en termes d'action, parce qu'il n'a pas fait que ça quand même à l'époque, mais ce qu'il en ressort, c'est les films que je vous ai cités à l'époque, c'est une claque. C'est un style, voilà, visuel qu'on n'avait pas vu jusqu'alors. Jusqu'alors, c'est bien, ouais, je garde. On pourrait dire jusqu'à présent, mais jusqu'alors, je garde. C'est un style visuel, c'est une chorégraphie, c'est du ballet au niveau des gunfights. Alors, c'est too much, bien entendu, parce que ça ne s'arrête pas. Voilà, donc ça recharge quand même ses flingues, donc ça c'est important. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée, c'est un acteur qui va poser ses fesses sur une rambarde d'escalier, descendre, prendre 2 flingues à la main, et pendant qu'il descend les escaliers, il va dégommer tout ce qui passe. Donc c'est du too much, mais c'est du too much d'orfèvrerie au niveau des scènes d'action. On n'avait jamais vu ça. Donc c'est beaucoup de ralentis, voilà, énormément de ralentis, et du coup c'est des balais au niveau des gunfights. Donc voilà, donc il y a une volonté d'Hollywood de recycler un petit peu ce style visuel qui fonctionne, voilà, dans son cinéma, voilà, ricain.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en droit d'attendre avec Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'homme. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que vont chercher les producteurs à l'époque. Alors, les producteurs de Chasse à l'homme, c'est pour ça que ça me fait rire aussi, c'est pas n'importe qui non plus. C'est Renaissance Pictures. Et Renaissance Pictures, c'est la boîte des frères Rémy. Alors, je dis la boîte des frères Rémy parce que c'est pas que Sam Rémy, c'est aussi Ted Rémy et Yvan Rémy aussi. Voilà. Donc il y a des Rémy partout, c'est un peu comme les Baldwin en fait. Voilà, il y en a à la prod, il y en a à l'écriture, il y en a devant la caméra, derrière la caméra. Donc Renaissance Pictures, quand tu vois ça à la prod, tu peux t'attendre aussi à du Z et du Déviant. Donc alors, pour ceux qui ont vu de la prod Renaissance Pictures à l'époque, hormis les films de Rémy, donc hormis les Evil Dead, c'est quand même à la télévision Hercule, Xena et les aventures de Briscoe County Jr. Donc autant te dire que c'est un peu sans le sou, et que puis que ça s'en fout un petit peu globalement de la continuité. Moi je me rappelle, si je dis pas de conneries, que dans leur Hercule, bon ça m'avait fait marrer tellement il n'y avait pas d'argent, limite il en trille le Hercule quoi. Enfin tu vois ce que je veux te dire, limite il y a l'étiquette de Célio, du fut qu'il achetait à Célio juste avant le tournage quoi, c'est à peu près l'idée quoi. Donc voilà, de la prod où il y a de l'envie, mais il n'y a pas de moyens. Donc j'ai envie de vous dire, on est à la limite du Z quoi. Voilà, ça me rappelle les productions d'Heroic Fantasy italiennes qui débarquaient sur la 5. Ouh là là, je fais appel aux vieux là. La 5, ça vous rappelle quelque chose? Donc voilà, donc on a tout ce petit monde qui va chercher John Woo, et ce qui est rigolo avec ce film-là, voilà, c'est pour ça aussi que les fans de John Woo ne l'aiment pas, c'est que t'as l'impression que le mec, il redémarre quoi, c'est retour à case départ. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu t'es cogné à toute épreuve, et une balle dans la tête, The Killer, etc. Donc tu sens quand même que le mec est à un certain niveau, et bim, quand il s'expatrie, voilà, donc quand il s'exporte aux États-Unis, tu t'attends à ce qu'il y ait de l'ambition dans le script, et en fait il n'y en a pas. Voilà. Donc Chasse à l'homme, Hard Target, c'est une petite série B en fait. Hein. Voilà. Donc allez, à tout casser, alors de mémoire, hein, je crois que c'est pas plus que 20 millions de dollars voilà, de budget. Voilà. Donc c'est de la série B, voilà, c'est de la série B assumée, et c'est aussi ce qu'on appelle globalement, de manière péjorative, une vendamerie. Voilà. Donc, du coup, il débarque sur ce projet, donc il y a déjà un script. Alors, effectivement, c'est une production qui a été assez houleuse. Voilà, donc ça, vous pourrez le découvrir dans les bonus de cette édition, mais on le savait déjà à l'époque. C'est calibré, c'est-à-dire que la version qui était sortie, la version sale, c'est 1h32, générique de fin compris. Donc t'as compris que c'est calibré pour les vidéoclubs. Voilà, c'est calibré pour les vidéoclubs, et ça fait un peu de la peine. Voilà, quand t'as vu un petit peu ce qu'il faisait à Hong Kong, ça fait un peu de la peine. Et au final, il faut pas qu'on réduise ce film voilà, à cet état de fait. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un film de Van Damme, mais c'est peut-être le film de Van Damme le plus intéressant, le plus original, attention à ce que je vais dire, avec Double Team. Voilà, qui est de sous-arc aussi, comme par hasard. Donc voilà, on est vraiment sur un produit hybride. Voilà, on est typiquement dans un postulat de western, parce que c'est un postulat de western, donc ça en a l'odeur, ça en a le goût, ça en a l'histoire, et le lieu aussi, et c'est un western avec du kung-fu. Et au final, c'est pas si éloigné que ça du Cyborg d'Albert Kuhn. Alors, je fais un raccord, pas parce que j'en ai parlé la fois dernière, mais clairement, il y a des moments, quand je l'ai regardé il y a 2 soirées de ça, quand je l'ai regardé, il y a des moments, je me croyais dans un post-nuke. Donc c'est-à-dire qu'à la Nouvelle-Orléans, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est-à-dire les mecs qui débarquent, ils chassent de l'être humain en pleine rue, tout le monde s'en fout, voilà, ils roulent avec leur moto, etc. Ça avait la gueule d'un post-nuke, et par moments, ça reprenait un petit peu, on va dire, la même trame qu'un Cyborg. Donc voilà, globalement, on reste dans le calibre d'un Van Damme, mais c'est quand même c'est quand même un hybride. Voilà, il y a du western, il y a clairement en fait des scènes de kung-fu, il y a du gunfight, tu sens que c'est du John Woo, et ça reste un film de Van Damme. Donc tout ça cohabite, bon gré mal gré, et j'ai envie de vous dire, c'est l'équivalent en fait d'une vinaigrette où on aurait rajouté 3 ou 4 sortes de vinaigre, ça tombe pas. Voilà, je vous fais une analogie cuisine. Donc la vinaigrette ne tombe pas, elle tient la route. Voilà, elle est surprenante. Voilà, donc c'est un petit peu si je devais décrire ce film-là de Van Damme en un mot, ça serait surprenant. Voilà. Je
pourrais dire jouissif, mais c'est vrai, ce qui prime, c'est surprenant. Donc, là, on a posé le cadre du réal. Donc, un réal qui a pas trop son mot à dire et qui est là pour faire ses classes. Donc, son mot à dire, il l'aura dans la suite de sa filmo. Pas forcément avec Broken Arrow, mais plutôt avec Volte-Face, par exemple. Et en termes de casting, on a la star montante qui est Jean-Claude Van Damme. Alors replaçons un petit peu Hard Target dans la filmographie de Jean-Claude Van Damme. C'est le point Van Damme. Donc, je devrais faire un jingle à base de coups de pied et de sound design. Donc voilà, le point Van Damme. Donc ce film intervient après le succès d'Universal Soldier et il a été tourné, on va dire, à quelques mois après Cavale sans issue. Et Cavale sans issue, c'est un peu un coup de poker pour Van Damme. Donc c'est un Van Damme où il n'y a pas trop de baston, où il joue plus l'acteur en mode un petit peu beau gosse. Donc voilà, il y a une prise de risque. Donc Hard Target, pour lui, quelque part, normalement, ça doit être, de ces deux films qui sont tournés à ce moment-là, celui qui prend le moins de risques, et au final, c'est celui qui en prend le plus. Voilà. Et comme d'habitude, avec Van Damme, on est sur quelque chose où on va dire que la star aime son réalisateur, mais s'oppose un petit peu, va repasser derrière le banc de montage, etc. Donc on a toujours les bons ingrédients qu'on avait déjà sur Kickboxer, en fait, au final. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Niveau casting, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt généreux. C'est plutôt généreux. Donc pour accompagner Chance Boudreau dans ses pérégrinations visuelles, nous avons déjà droit à Lance Henriksen. Et alors là, Lance Henriksen, il nous sort le grand jeu. Donc c'est-à-dire que Lance Henriksen, ça sera un mix, on va dire, de son côté badass chez Cameron, mélangé, du coup, parce que j'ai beaucoup pensé à son rôle, en fait, dans le Near Dark de Catherine Bigelow. Voilà, techniquement, c'est pas un vampire, mais pas loin. Voilà. Donc, Lance Henriksen, il est énorme. Donc, je pense que sur le script, il y avait marqué une petite phrase pour lui. Si t'as envie de cabotiner, tu peux y aller. Et puis, il y va. Ah, il se fait plaisir. Ah, c'est gourmand. Ah, il est content d'être là. Vraiment, tu sens qu'il est heureux de faire le taf. Et voilà, il se fait plaisir et il nous fait plaisir. Du coup, pour l'accompagner là-dedans, qui c'est qu'on va chercher? Arnold Vosloo. Alors Arnold Vosloo, bizarrement, c'est, on va dire, on a tendance à le confondre avec Billy Zane. C'est-à-dire, si tu le vois, tu crois qu'il est dans Titanic, mais c'est pas lui en fait. Voilà. Donc voilà. Tu crois que c'est le fantôme du Bengale, mais non, c'est pas lui non plus. Donc Arnold Vosloo, c'est un acteur sud-africain qui a incarné, avec sa gueule, forcément les 3/4 du temps, les salopards. Donc on le retrouve en tant que salopard adjoint dans les suites de Darkman, de Sam Raimi, produit par Renaissance Pictures, à l'époque, et qui est aussi des productions Universal. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils sont tournés à la même époque, il y a un lien de cause à effet. Voilà. Arnold, à mon avis, ils ont eu un prix de groupe. Voilà, c'est-à-dire ils l'ont signé sur 3-4 films, voilà, ça leur coûtait le prix d'un film en fait. Donc il est présent sur Darkman 2 et 3, et aussi il aura un minimum de célébrité en incarnant l'antagoniste de La Momie de Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, voilà, dans le rôle titre, et c'est Arnold Vosloo qui incarne Imhotep, la momie, dans le 1, dans le 2, et je ne sais plus si c'est lui dans le 3, mais on s'en fout, voilà. Plus tard, il fera 2 G.I. Joe. Voilà, c'était bien de le citer. Et ça me fait toujours marrer. Ça, j'adore Hollywood pour ça. Et nous l'aurons dans le rôle d'un terroriste du Moyen-Orient dans une saison de 24 heures chrono. Bah oui, forcément. Acteur sud-africain, Moyen-Orient, terroriste. Voilà. C'est à peu près le même schéma que pour le 13e guerrier. Antonio Banderas, espagnol, forcément, Moyen-Orient. Voilà. Donc ça, c'est Hollywood, c'est génial. Voilà, bon, ça, j'ai toujours kiffé. Donc, Arnold Vosloo, du coup, il voit que Lance Henriksen est gourmand. Il leur rajoute une couche supplémentaire. Ah, il se fait plaisir. Ah, il est content. Lui, il est content dans ce film-là. Ça, on peut pas lui enlever. Et vous verrez, un auditeur me l'a suggéré. C'est vrai qu'un auditeur avait aimé le côté bromance de Commando. Et il m'a dit, quand il a su que je chroniquais ce film-là, il m'a dit, effectivement, il y a de la bromance aussi. Et oui, il y a de la bromance, mais ça on en parlera plus tard. Il faut garder un petit peu des, voilà, faut garder un petit peu des balles quelque part, voilà, pour la suite. Qui c'est qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve aussi Ted Raimi dans le rôle de l'homme de la rue.
C'est important ça, hein. Voilà, donc qui dit production Renaissance Pictures dit forcément Ted Raimi. Moi je l'aime bien Ted Raimi, à chaque fois que je le vois, et ben ça me fait plaisir. Voilà, tu sais, c'est un peu comme un vieux pote que tu revois un petit peu dans les films. Il sert à rien mais il est là et ça fait toujours plaisir. Dans le rôle des inconnus au bataillon, il y a quand même un love interest dans le film pour Jean-Claude Van Damme. Love interest qui est pas forcément consommé. Voilà. Ça a été des problèmes aussi dans la prod, est-ce qu'il y aura une scène d'amour, pas une scène d'amour, etc. Finalement non. Voilà, finalement non, et c'est remplacé par une scène beaucoup mieux. J'en reparlerai plus tard. Donc voilà, le love interest qui est incarné par Yancy Butler, et elle le fait très très mal. Elle joue vraiment, elle est pas bonne. Voilà. Alors, elle est très jolie, voilà, mais elle est mauvaise. Voilà. Donc elle fait pas le taf, et du coup je suis allé enquêter quand même. Je me suis dit putain, une actrice aussi mauvaise, j'espère qu'elle a pas eu une grande carrière. Elle a eu quand même une carrière, c'est-à-dire que John Badham la prendra dans Drop Zone. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle sera dans Kick-Ass 2 aussi, et je tenais à le citer, en 2017, nous la retrouvons, parce que le titre force le respect, donc ça mérite d'être cité, dans La course à la mort de l'an 2050. Voilà, qui est une suite remake de La course à la mort de l'an 2000. Vous avez compris, ça fait de la peine hein, quand même tout ça. Donc Yancy Butler, Love Interest, elle joue comme un cochon. Ensuite, nous aurons droit aussi dans le rôle de Elijah Hopper, voilà, un des personnages secondaires qui se fait trucider dans ce film. T'as l'impression de l'avoir vu dans 1000 films, et en fait, t'en sauras pas plus, parce que Wiki ne l'aime pas, et il est incarné par Willie C. Carpenter. Voilà, c'était bien de le noter. Voilà, j'ai envie aussi de réhabiliter ces 10e rôles, voilà, de l'ombre, qui pourtant donnent du cœur à l'ouvrage. Donc voilà, alors, Chasse à l'homme, ça raconte quoi? Bah, tout est dans le titre. C'est la chasse à l'homme. Donc, effectivement, comme American Warrior 2, comme, attention, fleuron du genre, comme que la chasse commence avec Ice-T quelques années après, peu d'années après, hein, mais quelques années après le fera, c'est un remake inavoué des chasses du comte Zaroff, donc on y chasse de l'être humain. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, on va faire un petit comparatif avec American Warrior 2. Donc, ce que j'aimais bien dans Avenging Force, dans American Warrior 2, c'est que ces chasses à l'homme, au final, étaient matinées de ninjari. Voilà, voilà, il y a plus ou moins des ninjas, un peu quelque part, voilà, sans le déguisement, attention, on n'est pas dans American Ninja, fallait différencier. Donc, il y avait du kung-fu. Voilà. Et ce qui était bon dans cette organisation secrète qui faisait les chasses à l'homme, c'est qu'ils étaient néo-nazis. Donc ça rajoutait une couche, vous voyez. C'est un petit peu comme le zombie nazi, tu vois, il est zombie, mais il est nazi en plus, c'est toujours profitable à ce niveau-là. Là, du coup, ce qu'on perd en termes de néo-nazisme dans Chasse à l'homme, on le gagne en gourmandise. Voilà. On le gagne en gourmandise parce que John Woo l'a dit. Voilà, il le dit dans les, on va dire dans les suppléments, dans le fascicule, on peut le lire sur internet, c'est qu'il avait creusé beaucoup le background en fait du binôme de méchants, et on sent qu'il les aime bien. Et, et le personnage de Lance Henriksen, forcément, comme c'est il dirige une organisation secrète et que c'est un pervers, forcément il est plus ou moins français. Eh ben oui, hein, ça tout le monde le sait. Donc voilà, donc Lance dans ce film, il s'appelle Émile Fouchon. Voilà, c'est cool, hein. Ça fait très nom de boulanger, un petit peu quelque part. Donc bien entendu, il fait pas des pains au chocolat ou des chocolatines, ça dépend de votre région, voire même des croissants. Donc lui, il chasse du coup l'ex-militaire, donc il n'y a pas de famille, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des procès au cul, donc il chasse l'ex-militaire, et ce que j'aime bien, c'est qu'en termes de caractère design, tu sais, il a un petit flingue, un petit fusil, genre guerre de sécession, tu vois, tu sais, le truc un peu relou, où t'es obligé de le recharger à chaque fois pour mettre une balle dans la chambre, attention, terme technique, voilà, et puis tu sais, il le tient un petit peu, tu sais, en mode, il a un peu de style. En fait, il tient son fusil de la guerre de sécession un petit peu comme Eric Roberts, il se touche un petit peu les cheveux dans Best of the Best, tu vois, donc il y a du style. Tu vois, il pose un petit peu sur l'avant-bras, comme ça, il pose une jambe, il a un par-dessus, tu vois, franchement, voilà, il envoie du swag. Tu peux pas dire qu'il en envoie pas dedans. Donc voilà, donc c'est Émile Fouchon. Et puis il a une espèce d'apprenti, on comprendra au fur et à mesure qu'il y a une sorte de bromance. Voilà. Donc, comme c'est les années 90, c'est pas forcément avoué.
mais j'aime bien. Ça, donc voilà, il a une espèce de disciple boyfriend, on saura pas trop, mais on a compris un petit peu. Voilà, incarné par Arnold Vosloo, et qui s'appelle Pick Van Cleef. Alors tu vois, c'est un peu le texan, donc t'as le français, un peu le texan. J'ai envie de vous dire, on est à 2 doigts. On est à 2 doigts d'être dans un roman d'Anne Rice, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on est à 2 doigts. D'un côté, on a Louis, de l'autre côté, on a Lestat, un peu. C'est pas loin. Et en plus, c'est à la Nouvelle-Orléans. Et vous avez vu les refs un petit peu, je pose les bases. Hein. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, eh ben tant pis. Voilà, vous comprendrez à ce niveau-là. Donc voilà, donc on est à 2 doigts de ça, comme moi, au final, je vous l'ai pas dit, voilà, j'accompagne ce podcast avec quelques lampées de vin rouge, ou comme le dirait Bruce Willis, quand on lui pose la question dans Les Jours d'en Enfer, on lui dit « t'es à 2 doigts de l'alcoolisme ?» Il répond « un doigt seulement », voilà, donc ça, j'en suis pas loin aussi, et c'est bien, voilà, ça permet de se mettre dans l'ambiance, et effectivement, on n'est pas dans la radio libre, mais boire avec modération, parce que boire sans modération c'est mal, voilà, donc je viens de placer le truc, je pense que j'aurai pas d'emmerde sur les agrégateurs de podcasts, et vous êtes en train d'écouter ça, vous êtes en train de dire, bon, c'est quand qui nous parle de chasse à l'homme, donc on a posé un petit peu le postulat des méchants, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah eux quand ils s'emmerdent en fait, voilà, c'est un peu leur truc, alors j'ai envie de vous dire, c'est presque, c'est ambitieux et ça force le respect, c'est-à-dire que voilà, ils ont un loisir qui n'est pas forcément le loisir de tout le monde, c'est-à-dire de chasser l'être humain et de le mettre à mort. Donc voilà, c'est quand même un truc, tu le racontes pas forcément à tes potes, tu vois, voilà, genre t'es en confinement, tout ça, tu fais un apéro virtuel, tu vois, qu'est-ce qui te manque? Bah moi ce qui me manque c'est la chasse à l'homme, quoi, voilà, donc, tu fais pas ça. Donc, et ce qui force un peu le respect, c'est qu'ils en ont fait un business lucratif, voilà. Donc il y a un petit peu, je pense qu'aussi Eli Roth s'est un peu inspiré de ce côté société secrète, qui va aller chercher, on va dire, du businessman friqué pour qu'il se donne un peu sa dose de frisson en allant chasser de l'être humain. Donc voilà. Donc en fait, c'est plus des rabatteurs. C'est un peu des Macs en fait. Enfin, c'est des macros. C'est des macros de gibier de potence, on va dire entre guillemets. Donc ils en ont fait un business lucratif. Donc moyennant finance, voilà, ils vont dégoter. Alors généralement, ils veulent du gibier, on va dire, qui va leur donner du fil à retordre. Donc ils vont aller. C'est pas con. Voilà, je pense qu'ils ont vu le Rambo de Ted Kotcheff. Donc ils se disent, ouais, il doit y avoir de l'ex-militaire un peu post-Vietnam, qui a pas trop de famille, qui vit dans le caniveau et qui boit des 8-6. Bon, on va lui donner un petit peu un but dans la vie, quoi. C'est-à-dire mourir, mourir dans d'atroces souffrances, mais on va lui donner un but. Voilà, ça nettoie un peu les rues. Donc, propos d'extrême droite, quoi, quelque part, hein, vous avez compris, hein, voilà, on en est là, hein, au niveau des méchants. Ce qui les rend d'autant plus méchants et qu'on a envie qu'ils meurent, en fait, finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc du coup, ils se disent, bon, ben voilà, on va écumer un petit peu la soupe populaire du coin et essayer de trouver des profils, en fait, de GI. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe, et du coup, ils sont à Nouvelle-Orléans, parce qu'à Nouvelle-Orléans, c'est cool. Il y a les moustiques, il y a les marécages, on peut tirer à l'arc, enfin voilà, franchement il y a des trucs cool. Pour ceux qui aiment la zik aussi, c'est le fief de groupe de redneck, de métal, voilà, bon redneck, c'est un petit peu à la Pantera, à la Down. Alors, c'est pas parce que redneck que c'est redneck que c'est mauvais, hein, mais bon voilà. Ça pue le redneck, ça a de la barbouze, ça joue du banjo, hein, confère délivrance, hein, si vous voyez un peu le délire. T'es à 2 rues de croiser Burt Reynolds et un arc, quoi. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc voilà, donc du coup, ils font leur petit business. Tu sens qu'ils sont un peu de passage, tu vois. Tu sais, ils font du coach surfing, un peu, voilà, sur la Nouvelle-Orléans. Et puis voilà, le film commence où tu vois un ex-vétéran d'une guerre qui est le Vietnam, avec un postiche de barbe, hein, parce que forcément, Blu-ray oblige, qualité oblige, bah, du coup tu le vois un peu plus. Et du coup, comme on est dans une version non censurée, et ben on va dire que son trépas, il dure un petit moment au début. Donc il se prend, il court, et il se prend plein de flèches, mais tu sais, filmé en mode un petit peu, tu sais, la flèche de Robin des Bois, là, tu sais, le Robin des Bois de Kevin Reynolds. Donc c'est avec un petit peu d'effet, là, du sound design comme ça. Donc il en prend plein.
Et au bout de la 4e, de la 5e, bon, bah, il meurt, quoi, voilà, quelque part. Donc du coup, tu regardes ça, tu te dis, ah merde, putain, c'est chaud patate, quoi. Et à ce moment-là, tu suis avec ennui, voilà, les pérégrinations du personnage de Yancy Butler, alias Natasha Binder. Alors je vous le donne en mille, il n'y a pas de spoil, t'as compris au bout de 5 minutes de métrage que c'est la fille du mec qui vient de se faire assassiner et qu'elle est en train de chercher son papa. Voilà. Donc voilà, donc déjà, première chose, quand tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, quand même, putain, sa fille est plutôt mignonne, hein, parce qu'avec la gueule du père, c'était pas gagné. Alors, le père, soit dit en passant, c'est le scénariste du film. Voilà, c'est John Woo qui lui a donné un rôle. Voilà, c'est Chuck Paffer. Alors, j'essaye de le prononcer parce qu'il y a un P et un F. Pfaffer. Voilà, Chuck Pfaffer ou Paffer. Bref, Chuck, voilà, donc c'est lui qui incarne du coup le papa en question qui se fait défoncer. Et donc du coup, elle enquête un peu mollement à Nouvelle-Orléans. Et tu sens vraiment que la Nouvelle-Orléans, il y a un côté western, mais c'est un côté post-nuke où tout le monde s'en fout. Donc elle va dans un commissariat où elle croise une fliquette, c'est complètement con, ça sert à rien. Voilà. Enfin, franchement, c'est gratuit. Pour tout vous dire, j'ai regardé ça avec ma fille, avec mon ado. Elle m'a dit, ah, mais ce qu'elle est en train de faire, c'est complètement con. Ben oui, je lui ai dit oui, effectivement. D'une, ça sert à rien. Deux, c'est complètement con. Donc, c'est-à-dire que voilà, l'héroïne rentre dans le commissariat. L'autre, elle a un petit gâteau d'anniversaire où elle allumait une bougie. Voilà. Donc, bon, voilà, super. Aucun intérêt. Et quand elle arrive, elle décide de ranger le gâteau dans le tiroir avec du papier, avec la bougie allumée. Donc c'est nul, voilà, c'est nul, donc tu sais que c'est pas une bonne chose à faire, donc forcément running gag de plus tard, quand l'héroïne s'en va, parce qu'elle a ennuyé aussi l'inspectrice, hein, donc du coup quand elle ouvre, bah, ça a brûlé forcément, bah oui, c'est complètement con comme idée, donc ça sert à rien, et j'ai envie de vous dire, vous y croyez à elle en inspectrice autant que John Cusack dans Les Ailes de l'Enfer, voilà. On n'y croit pas 2 secondes, mais bon, j'ai envie de vous dire, regardez, ça fait même pas 30 minutes, je l'avais pas encore dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc du coup, donc tu sens que le personnage de Natasha Binder, ben voilà, tout le monde sait à 1 kilomètre à la ronde qu'elle est là, qu'elle vient pas d'ici, forcément, belle bagnole, tout ça. Elle va dans le bar du coin, qui est le saloon, finalement, voilà, comme dans un western, et elle sort sa liasse de billets, voilà, devant tout le monde, et tout le monde sait que forcément, quand on va à Nouvelle-Orléans, dans un bar, si vous sortez les billets, tout le monde va vouloir vous agresser. Voilà, c'est bien connu. Voilà. Donc voilà, postulat de western. Mais ça n'échappe pas à l'œil de Chance Boudreau. Voilà. Tel le Terence Hill de Mon nom est personne. Ah, il est là au bar comme ça. Voilà. Donc tu vois déjà que la serveuse, tu vois déjà que le mec il est moitié clodo. Voilà, il est moitié clodo, mais c'est un clodo qui a du style, parce que la serveuse est en train de lui dire que ça serait temps qu'il paye son café, en fait. Voilà. Donc l'autre, il lui sort à peu près tous les... Tu sais, le truc énervant, c'est que vous connaissez ça. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, il vous sort des centimes d'euros. Voilà. Donc ça fait chier, parce que tu sais pas quoi en faire, en fait. Parce que t'achètes pas ton pain à la boulangerie avec tes centimes d'euros. Voilà, tu fais un Apple Pay, parce que tu vis en 2021. Enfin bref, je m'égare. Donc du coup, il voit ça d'un mauvais œil, et effectivement, quand elle sort... T'as 3 mecs qui attendent que ça dans la journée, en fait. Hein. T'as 3 mecs qui attendent qu'il y ait une nana qui rentre avec du fric, forcément. Donc, très discrets, qui sortent et qui sont pleins de tout ce qu'on aime bien aujourd'hui. Hein. Donc là, je pense que tout le mouvement MeToo, s'ils regardent le truc, ils vont pas kiffer, quoi. Voilà. Donc, tu sais, avec du bon doublage d'époque. T'es bonne, tu vois, genre, de bons trucs. Genre le mec, tu sais qu'il est pas bourré, mais il a quand même un doublage de mec bourré. Donc ça, c'est cool. Et puis c'est vénère, hein. Donc c'est vénère. Donc c'est-à-dire que en plus, il la tape directement dans le pif. Hein. Rien à foutre. Donc voilà. Déjà, à ce stade du métrage, tu te dis, ok, je pense que ça va être gratuit. Donc voilà. Et à ce moment-là, débarque Chance Boudreau, sauveur de la veuve et de l'orphelin. Donc il arrive comme ça. Et c'est vrai que vous pouvez le voir dans le bonus. Lui, il fait comme dans les westerns. Il passe le coupe-vent derrière lui pour dégainer quoi ? Pour dégainer sa jambe. Voilà. Parce que du coup, en lieu et place du revolver, c'est le kung-fu. Voilà. Donc, il est des boîtes. Voilà. Mais moi, ce que j'aime, voilà. Pourquoi j'aime Hard Target ? C'est parce que c'est l'un des rares Van Damme qui débarque c'est l'un des rares Van Damme qui marche sur les plates-bandes de Steven Seagal. C'est-à-dire que contexte bouseux, des bouseux, c'est bas du front, ça pète des bras. On est chez Seagal, sauf que là on a Van Damme et John Woo à la réal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, en quelques minutes, il pète 2-3 bouches et des bras.
Ce qui n'empêche pas de bien installer confortablement l'héroïne dans sa voiture et de lui dire que forcément on se trimballe pas avec autant de fric sur soi. Ah, c'est dangereux à Nouvelle-Orléans, bordel. Vous avez bien retenu la leçon quand même, hein. Donc si vous... Charmante auditrice, alors je dis charmante, peut-être que vous n'êtes pas charmante, mais charmante auditrice. Si vous m'écoutez, vous allez à Nouvelle-Orléans, faites attention. Voilà. Essayez de pas sortir vos billets, et dans ce cas-là, soyez plus maline, repérez s'il y a un Chance Boudreau dans le coin. Alors vous allez me dire, si vous êtes en mode MeToo, rien à foutre de Chance Boudreau. Vous aurez raison, effectivement. Après toutes ces péripéties, notre héroïne, forcément, elle est un petit peu refroidie. Donc elle retourne voir la fliquette du coin, qui lui explique que, à un moment donné, il va falloir un petit peu faire le tour des soupes populaires du coin pour essayer de retrouver son père. Parce que bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là qu'elle apprend. Bon, après, franchement, elle joue vraiment très mal. Hein, donc les expressions faciales sont très limitées. On dirait du grand Alec Baldwin par moment. Donc du coup, voilà, elle comprend que son père était plus ou moins un clodo. Voilà, donc il vivait dehors, oh mon dieu, ce qui n'explique pas pourquoi elle allait blinder de thunes. Hein. Donc ça doit être peut-être du côté de sa mère, hein, à peu près. Hein. J'essaie de faire un peu de background au personnage parce qu'il n'y en a pas trop. Et du coup, elle se rend compte que c'est compliqué et qu'il lui faudrait, en gros, un super hobo. Voilà, donc ça c'est le nom de Clodo en anglais, pour pouvoir l'aider. Donc c'est à ce moment-là qu'elle se met en quête de retrouver les Chance Boudreau. Voilà. C'est à peu près ça l'idée. Donc Chance Boudreau, lui en fait on apprend quelque part que il est marin, voilà, enfin plus ou moins, enfin il essaye du moins, donc de gagner sa croûte de cette manière-là, mais comme il n'a pas payé en fait ses impôts en gros globalement, du coup on peut pas l'embaucher. Alors ce qui est intéressant quand même avec Hard Target, parce que ça tu t'en rends pas compte à l'époque hein, quand t'es plus jeune, c'est qu'il y a quand même une volonté de dénoncer quelque chose. Voilà. Donc il y a une volonté de dire que, du coup, les SDF, c'est pour compte, et que c'est la galère à Nouvelle-Orléans, voilà, pour gagner sa croûte. Voilà, il y a un petit message, un petit contexte social. On peut saluer quand même cette volonté, voilà, de la part du scénariste et du réalisateur de mettre ça en avant. Donc le Chance Boudreau, au moment où il veut trouver du taf, donc il y a la petite Natacha qui arrive et qui lui propose du taf en lui disant voilà, je vais vous payer, je crois que c'est 100 billets par jour, un truc comme ça, pour m'aider à chercher mon père, qui est pas super emballé, voilà. Et c'est au moment où il se voit refuser, on va dire un petit peu, de monter sur le bateau, parce qu'il n'a pas payé ses charges, c'est pas bien ça. Donc on peut faire un contexte avec l'époque du Covid actuel, hein, pour ceux qui sont à leur compte et qui m'écoutent, elle serait compliqué aujourd'hui de payer Ursaf, hein, voilà. Donc on n'est pas à jour de ses cotisations, donc lui non plus il n'est pas à jour. Et donc finalement, il accepte le taf bon gré mal gré. Ça amène un côté toujours dans le personnage de l'anti-héros du western. Voilà, donc c'est-à-dire que même si elle est mignonne, il s'en fout, quoi. Voilà, donc au final, il accepte vraiment le taf pour l'argent, quoi. C'est ça. Et forcément, au fur et à mesure de son enquête, voilà, on comprend déjà que forcément, un mec qui s'appelle Chance Boudreau et qui a une coupe pas possible et qui se trimballe avec un par-dessus de type western qui fait du kung-fu, il est un peu un vieux background à la cigale, comme quoi il faisait partie des forces spéciales, globalement, voilà. Et du coup, quand il découvre en fait que le père de son employeur, parce que c'est son employeur à ce niveau-là, était un ancien marine, forcément, ça le touche un petit peu. On va dire globalement, il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, c'est un peu... Ouais, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est un peu ce truc-là. Voilà. Tu sais, quand t'entends ça dans un film d'action des années 80, quand il dit « Oh putain, le mec, il a décidé d'en faire une affaire personnelle », c'est vrai qu'il va aller jusqu'au bout. Il a rien à foutre. Ouais, il a rien à perdre, globalement. Donc, du coup, à ce stade de métrage, il mène un peu son enquête, et ce qui fait un petit peu chier le personnage d'Émile Fouchon. Voilà, je le rappelle, Lance Henriksen, voilà, et sa copine Arnold Vosloo. Donc non, c'est pas bien de dire ça, voilà. Faut respecter un petit peu le délire quand même. Ils vivent un amour impossible, voilà, donc on va se la jouer un peu Roméo et Juliette, et un amour impossible dans les années 90, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tout en nuances. Ce sont des regards un petit peu à droite, à gauche, etc. Et ce qui les rejoint, en fait, c'est un peu comme c'est un site de rencontre, ce qui les fait matcher, en fait, c'est leur passion pour les armes à feu et le meurtre. Voilà, donc c'est magnifique de raconter ça. Donc du coup, en fait, il les fait un peu chier, et en même temps, il suscite leur intérêt. Parce que là, voilà, Lance Henriksen, il est là en train de... ce monsieur Boudreau. Voilà, donc effectivement, voilà... J'ai envie de vous dire, ça le réveille en fait. Et au final, ça se transforme un peu comme une sorte de ménage à trois.
si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a le love interest, c'est Arnold Vosloo, et on va dire que Van Damme vient complexifier un peu la donne. Voilà. Donc, non, c'est intéressant, voilà, sur le papier. Donc, c'est quand même assez intéressant, on n'en a pas demandé autant, quand même, hein, dans ce film-là, à l'époque. Donc, globalement, il commence à les faire chier. Voilà, il commence à les faire chier, le monsieur Boudreau. Et forcément, il décide... alors, j'ai lu d'un certain passage, parce que le but, c'est pas de vous raconter tout le film en 1h30. Certains, il y en a qui kiffent. C'est pas un commentaire audio, quelque part. Donc, à un moment donné, bon, il décide de lui envoyer quelques hommes pour discuter, comme ils disent, avec le monsieur Boudreau. Et c'est là qu'on a le droit aussi, à ce moment-là. Donc, voilà, on a Chance Boudreau qui réfléchit sur un petit balcon de la Nouvelle-Orléans. Alors, ça fait très Instagram, hein, comme truc. Hein. C'est quand même très posé. Après, John Woo a un style qui est quand même c'est très stylisé et voire même très clippé par moment. Donc voilà, il est là sur son petit balcon, c'est en mode un peu 9 semaines et demie, Mickey Rourke comme ça. Et puis là, il y a une colombe qui arrive. Et vous savez tous, enfin, pour ceux qui aiment John Woo, que la colombe, c'est le truc de John Woo. Donc il y a la colombe comme ça qui vient se poser sur la plaque, du coup. Et là, il comprend. Donc il va sur les lieux du crime, il comprend que ce mec-là, il a été assassiné, et c'est là qu'il tombe nez à nez avec des hommes de main. Voilà, donc il se fait un peu rosser la gueule, mais il aura le temps de se venger un peu plus tard. Donc voilà, donc déjà, rendez-vous est pris pour la suite. Donc, à un moment donné du métrage, on a passé la première demi-heure. On a ce 10e rôle, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est Willis C. Carpenter, qui est un petit peu le monsieur loyal de la soupe populaire, et qui lui aussi se fait séduire par la proposition d'Émile Fouchon, voilà, d'empocher un paquet de dollars s'il survit, s'il va jusqu'au pont, c'est à peu près ça l'idée. Bien entendu, il n'arrive pas jusqu'au pont, on est d'accord. Hein, donc, et là, on a une poursuite en fait, donc on voit une traque à ce moment-là. J'ai pas parlé de la musique, mais la musique aussi est très typée western, Nouvelle-Orléans, action, donc c'est vraiment un melting pot la musique à l'image du film. Donc on a cette track là et forcément c'est quand même assez touchant. Voilà, moi je le dis quand même, c'est 10e rôle sans que les mecs ils y mettent un peu du cœur à l'ouvrage. Donc voilà, t'as vraiment pas mal d'empathie pour ce personnage là et puis réussit quand même à flinguer le commanditaire. Alors pas Lance Henriksen, bien entendu, hein, mais celui qui a payé pour avoir cette proie-là, donc il réussit à le fumer, et il réussit à atteindre le centre-ville, et tu te dis, putain, c'est gagné pour lui, en fait. Et non, en fait, parce que finalement, tu es dans un post-nuke, donc c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. C'est là qu'on croise Ted Remy, alias l'homme dans la rue, voilà, donc il demande de l'aide, et l'autre, il dit, j'ai pas d'argent. Donc il y a quand même eu... On a envie de dénoncer quand même ce côté des laissés pour compte, même si c'est quand même un peu too much. Et puis ça empêche pas Arnold Vosloo, avec son sourire carnassier, prendre beaucoup de plaisir à l'exploser du bout de la rue, quoi. En mode tir à longue distance. Donc voilà, et forcément ce mec-là, Elijah Hopper, c'était le pote, c'était le pote de Van Damme. Voilà. Et forcément, ça, voilà, il en fait d'autant plus une affaire personnelle maintenant. Voilà, d'autant plus. Voilà, ça creuse un petit peu le sillon. Et on commence en fait à arriver dans la dernière moitié du film, voire le dernier tiers, qui est le plus intéressant parce que là, on s'en fout. À ce moment-là, on s'en fout. Tout nous amène du coup à la confrontation entre cette société secrète et Van Damme, voilà, qui va leur tendre des pièges. Voilà, et alors il leur tend des pièges un peu à la Rambo, et ça c'est cool. Alors déjà, j'en avais parlé tout à l'heure, il y avait une scène en fait de rapprochement entre le personnage de Yancy Butler, il s'appelle Butler quand même, parce qu'il y a un lien de parenté avec Gérard Butler, nous ne le saurons jamais, mais un nom de bière, et ça c'est cool. Oui, Buckler, oui, c'est la bière sans alcool, on est d'accord, mais c'est quand même cool comme nom. Donc, du coup, ils se retrouvent dans la jungle, et cette scène-là devait être une scène de rapprochement, puis finalement, non. Non, ça n'a pas été validé. Et au lieu de ça, on a une scène magnifique où un cobra, voilà, parce que tout le monde le sait qu'en Nouvelle-Orléans, alors certains me diront, mais si, Eddie, il y a des cobras en Nouvelle-Orléans. Bon, bref, il y a un cobra qui tombe de nulle part. et du coup, je vais arriver à le dire, et du coup, Jean-Claude, alias Chance, si vous suivez toujours,
et ben il lui met une pichenette dans la tronche au cobra. Il le chope par le cou et il lui met une vieille pichenette en mode ton oncle qui te met un 5 francs dans le cou. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est magnifique. Voilà, ça vaut tout son pesant de cacahuètes. Et donc, il s'arrête pas là, hein. C'est-à-dire qu'il lui met une pichenette, voilà, il maintient, et puis il fait un truc de bourrin, c'est-à-dire un truc que moi je ferais jamais de ma vie. Donc déjà, mettre une pichenette à un cobra, je le ferais pas. Et puis il lui croque, alors c'est pas un cobra, c'est un serpent à sonnette, excusez-moi, précision. Il lui croque la queue, et il la crache. Parce qu'il est comme ça, chance. Voilà. Et il arrive à faire un piège avec le serpent. Pour les mecs qui vont arriver plus tard. Il est pas bon, le type. À ce niveau-là, s'il n'y a pas un Oscar à la clé, je sais pas. J'ai quand même omis, parce que vous avez vu, hein, je passe du coq à l'âne, j'ai quand même omis une scène juste avant, quand même, qui est la scène du pont, où on a toute la quintessence du film, c'est-à-dire gunfight, et surtout, on a Chance Boudreau qui est debout sur une moto sans tenir le guidon. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Rien que pour ça, le film, il doit rentrer dans le panthéon du cinéma d'action. Donc voilà. Donc on revient à l'échappée belle où il fait un piège avec un serpent. Et du coup, il a un but. Hein. C'est-à-dire qu'il a la société secrète au cul. Et il sait où il va. Donc il s'enfonce dans le bayou. Voilà. Donc il s'enfonce dans l'espèce de forêt qui donne sur le marécage. Sur le marais, et pour rejoindre son oncle, voilà, qui a un original quelque part, voilà. Donc pour rejoindre son oncle qui a une cabane, voilà, et forcément de suite, ben, l'oncle il fabrique de la bibine, hein, parce que tout le monde le sait, voilà, de l'alcool de contrebande, voilà. On se croirait dans ce fabuleux film, pour ceux qui vont le reconnaître, avec Tom Hardy. Voilà, fabuleux film avec Tom Hardy, où on fabrique de l'alcool de contrebande. Je vous laisserai me dire quel est le nom de ce film. On va voir si vous êtes bon. C'est un film récent quand même. Donc du coup, il retrouve cet oncle qui est pas du tout surpris de le voir arriver, et ni une ni deux, il lui file son fusil à pompe. Bah oui, parce que voilà, forcément, voilà, il lui dit tiens, je t'ai gardé ton fusil, c'est un fusil à pompe. Donc il lui file son fusil à pompe, et l'oncle il sait manier l'arc et les flèches. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il tente des pièges. Alors les autres se payent le serpent sur la tronche, hein, bien entendu. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans les hommes de main, il y en a un qui a une moustache de redneck et qui s'appelle Jérôme. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'avais dit, je le placerai dans le podcast. Et Jérôme, il survit quand même jusqu'à la fin. C'est cool. Alors, je pense, vous verrez de qui je parle, hein, voilà, avec sa moustache de redneck. Je pense qu'il est mort, mais qu'on le fait revenir quand même parce qu'on manque de figurants. Donc, je pense que Jérôme, il a 2 vies dans le métrage. Mais à ce stade-là, on s'en fout, on continue. Donc, du coup, Lance Henriksen, Arnold Vosloo et toute la clique arrivent devant la baraque. Et tout le monde le sait, forcément, quand t'as une baraque, et ben, du coup, t'aimes bien la faire sauter avant de te barrer. Donc voilà, donc le mec fait tout péter. Voilà, l'oncle, voilà, il est tout prévu. Voilà, il est tout prévu. Le mec a un système à base de dynamite où dès que quelqu'un s'approche, il fait péter sa baraque. Alors moi, je vous avoue personnellement, je suis en appart et ça me ferait chier de faire péter mon appart quand même. Enfin, surtout quand t'es proprio. C'est quand même ça. Voilà, ça fait un peu chier quand même. Voilà. Parce que sur le moment, c'est cool. Ouais, tu sais, sur le moment, c'est cool. T'as fait péter la baraque, t'as fait péter la gueule des. Mais c'est l'après qui est important. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fini, tu dors où? Puisque t'as plus ta baraque. Mais bon, à ce stade-là, on a compris que c'est du grand n'importe quoi et que c'est cadeau. Donc du coup, il fait tout péter, il en pète quelques-uns. Et au fur et à mesure où il tue des hommes de main, Émile Fouchon est de plus en plus content. Voilà. Il est en mode Bennett dans Commando. C'est-à-dire, ah là, ce Boudreau, il est bon. C'est genre, il est bon. Il est bon. Voilà. Le mec, il est en extase. Il a un orgasme à chaque fois qu'il y a un de ces hommes de main qui meurt. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand ils sont pas totalement morts, il les termine. Alors, il est cool, le Lance Henriksen. C'est-à-dire que, voilà. Ah merde, d'accord. T'as l'impression qu'il finit un peu le boulot de Chance Boudreau. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quand même gratuit, mec, de tuer tes propres hommes de main. Donc, voilà, rien à foutre. Donc, il termine le boulot de Chance Boudreau. Et tout ça nous amène, en fait, cette espèce d'usine désaffectée en mode post-nuke. On est dans Cyborg, là. Typiquement, on est dans les décors de Cyborg. Et à l'intérieur, on a comment on pourrait dire ça? Voilà.
des objets de carnaval, voilà, parce qu'il y a un carnaval en Nouvelle-Orléans, donc du coup c'est un décor qui est cool, donc ça permet forcément à John Woo de laisser place à toute la grandiloquence de sa mise en scène, avec on va dire ses visages difformes, etc. T'es à mi-chemin entre Cyborg et un Toby Hooper, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'es à mi-chemin, t'es à deux doigts d'être dans Massacre à la tronçonneuse 2, en fait, hein, dans les sous-bassements, avec Dennis Hopper derrière, on n'est pas loin quand même. Et là, alors là, c'est la fête. Là, c'est la fête. Donc là, c'est la fête. C'est-à-dire, dans ce dernier tiers du film, ah, ça y va. Voilà, ça y va. Gunfight dans tous les sens, des trucs impossibles. Du coup, forcément, comme ça devient cool, il a le cheveu gras, Van Damme, mais il se retrouve en Marcel. Il y a une boucle d'oreille aussi, ça c'est cool. Il y a une créole, donc ça envoie du bois. Il lui manque plus qu'une allumette dans la bouche et on est bon. Donc du coup, voilà, il saute dans tous les sens. Ça d'ailleurs, c'était à noter aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il fait plein de petites feintes un petit peu, comme Michael Dudikoff au final. Moi, je pense qu'il a tout pompé sur Michael Dudikoff. Il fait plein de petites feintes, fait des roulades, des glissés, il sait se réceptionner le mec, donc à base de trampoline un petit peu, donc voilà, donc ça y va, du gunfight dans tous les sens, ça reprend quelques plans des syndicats du crime aussi avec Arnold Vosloo, voilà, c'est cool, et tout ce petit monde se mettra sur la tronche, donc il défoncera bien comme il faut les hommes de main. Arnold Vosloo est pas loin d'avoir la mort, l'une des morts les plus connes qu'on ait pu voir dans le cinéma d'action. Donc, ce qui est assez cool, c'est que Van Damme, alors moi ce que j'aime bien, c'est que John Woo, voilà, lui, le fusil de Chekhov, il place bien. Donc, Arnold Vosloo a des grenades qui symbolisent plus ou moins ses burnes, voilà, quelque part. Donc, avant qu'il meure, Van Damme lui pique une grenade qui glissera dans le froc de Lance Henriksen, qui la récupérera dans son froc, qui essayera de la désamorcer avec un ricanement de folie avant d'exploser. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire, on n'a pas fait mieux que depuis le tuyau qui crache de la fumée dans Commando. Moi, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, franchement le contrat est respecté haut la main, donc c'est quand même fabuleux tout ça. J'ai oublié de vous dire quand même que dans tout ça, avant d'exploser comme un con, le Lance Henriksen c'est limite le diable, hein, donc à un moment donné, donc il prend un coup de chaud, du coup il a le cheveu qui devient gras, il éructe, voilà, il dit des choses fantastiques, voilà, donc il est en colère, en même temps il est dans le semi-orgasme. Et tout ça grâce à la version unrated que je n'avais jamais vue, que nous avons l'occasion de voir grâce à ESC Distribution. Donc c'est juste 4 petites minutes en plus. Mais alors, autant de vous dire que les 4 minutes en plus, elles font plaisir quand même. Hein. C'est 2 bouts de dialogue et après c'est que de la violence à droite à gauche et surtout des bouts de dialogue complètement débiles de Lance Henriksen qui éructe de plaisir et de violence à la fin, de machiavélisme. Donc, j'ai envie de vous dire, 1h39, oh là là, c'est beau. C'est beau. Alors, parlons de cette édition. Donc, on est sur les éditions VHS du coup de SC. Donc, on va dire que grosso modo, ça la... Voilà, bah oui, forcément. Ça reprend le packaging d'une VHS. Donc, ça prend plus de place dans votre collecte, mais c'est cool. Voilà. Donc, ils ont sorti pas mal de films dans cet écrin-là. Il y en a qui sont discutables, d'autres qui sont valables, donc Cyborg, Chasse à l'homme, on a eu La fiancée de Chucky, et dernièrement, le Mort subite de Peter Yams, qui est pas forcément un des meilleurs Van Damme. C'est un Van Damme friqué, ça sent le... Voilà, c'est du sous Die Hard, mais voilà, c'est pas forcément... Voilà, c'est assez dispensable. Mais bon, après, forcément, du coup, avec le soin qui est apporté en termes d'édition, ça fait quand même envie d'avoir la collecte. Et donc ça, c'est quand même bien joué au niveau de SC. Bon, en parlant du master, alors le master de Hard Target, il est toute beauté. Donc j'ai envie de vous dire, moi, Hard Target, je l'avais pas revu depuis la VHS. Ah, c'est vous dire, hein. Donc j'avais la VHS Universal, bon, pour ceux qui avaient des VHS, parce que bon, voilà, on aimait bien collectionner. Les Universal en VHS s'alignaient plutôt bien au niveau de la tranche, donc c'était quand même assez cool. Donc je me rappelle d'ailleurs, voilà, que il trônait fièrement à côté du Tremors 2. Ça, Tremors, vous connaissez mon amour de la saga Tremors, donc amour discutable, mais bon, voilà, j'aime beaucoup les Tremors. Donc un bien bel écrin.
Voilà, donc facsimilé VHS. À l'intérieur va se trouver forcément le Blu-ray et le DVD. Sur le Blu-ray, vous avez la version non censurée, unrated d'1h39, alors que sur le DVD, vous allez avoir la version sale d'1h30. Donc il y a aussi un workprint, voilà, qui est une version qui a été ripée de la VHS, voilà, qui est pas loin de 120 minutes. Alors je vous avoue quand même, voilà, j'ai lu un petit peu des choses sur le booklet à l'intérieur et sur internet, non, j'ai pas poussé le vice quand même. Oui, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien. Journalistiquement parlant, j'aurais dû tout regarder, mais effectivement, non, c'est pas bien. Donc ça rajoute pas mal de dialogues, donc ça tente pas mal de choses, notamment au niveau du binôme incarné par Lance Henriksen et Arnold Vosloo. Bon, après, ça reste du VHS RIP, voilà. En même temps, je me suis cogné des mauvaises éditions DVD des derniers American Ninja qui étaient pires que cette qualité de VHS RIP. Donc, on a donc ce workprint. Vous aurez quand même de super bonus à l'intérieur. Ça, je tiens quand même à le préciser. Donc, j'avais dit, quand j'avais chroniqué Kickboxer, qu'il y avait certains bonus qui étaient un peu foireux. Bon, là, du coup, ils sont quand même allés chercher Monsieur HK Vidéo. Donc notre Christophe Gans national, qui est aussi un réalisateur, hein, donc on va pas le présenter, donc qui est un fan de cinéma asiatique, de cinéma d'arts martiaux de Hong Kong. C'est lui d'ailleurs qui a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse éditer en France donc les premières œuvres de John Woo et d'autres bien entendu, hein, quand je dis HK Vidéo, c'est Ringo Lam et Tsuark et tout ça quoi. Donc du coup, c'est quand même un bonus d'une demi-heure qui est quand même assez cool. Voilà, qui est quand même assez cool. Ça fait toujours plaisir d'entendre Christophe Gans déblatérer cinéma. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, petite dédicace, c'est qu'on va rechercher de nouveau Arthur Corras. Donc pour à la fois écrire dans le livret, parce que le livret est un petit facsimilé de magazine de l'époque, donc on dirait un mini Impact, si vous voyez ce que je veux dire, donc ça c'est cool. Donc il écrit à la fois donc dans ce facsimilé, et il signe aussi un bonus sur les films de chasse à l'homme, donc ça c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool. Et on a aussi un bonus sur un point carrière, partie 1, donc c'est à dire qu'il y a d'autres parties en fait sur les autres éditions ESC de Van Damme, donc ça c'est quand même assez cool. Donc en termes de ligne éditoriale, il n'y a pas à se plaindre, hein. Il n'y a pas à se plaindre, c'est le master du film est de toute beauté, voilà. Donc non, c'est canon. J'ai rien à dire moi, qualitativement parlant, si ce n'est que c'est génial et voilà, et que ça vaut son prix quoi. Donc voilà, ça se négocie une trentaine d'euros sur internet, donc c'est que dalle. C'est un bien bel objet à avoir dans sa collecte. J'ai envie de vous dire, ESC, chapeau. Comme d'habitude, voilà, donc ils nous ont prévu plein de joyeusetés. Donc là, je suis bien entendu les dernières annonces. Moi, je suis vraiment positionné comme certains sur la part des ténèbres de Romero et surtout sur le Dagon de Gordon. Donc voilà. Donc moi, je suis voilà, je suis à fond là-dessus. Qu'est-ce que je vais annoncer dans la vérif prochainement ? Putain, je suis à la bourre, hein, et j'ai plein de trucs. Hein. Donc déjà, j'avais annoncé plein de choses pour le podcast long, et donc du coup, je suis à la bourre. Donc à la vérif, j'ai envie de vous dire, peut-être que j'irai piocher des choses qui sont sorties il y a un petit moment, parce que j'ai quand même plein de choses de chez ESC et du chat qui fume. Donc je vais voir si je conserve la thématique action, ou si je fais carrément un grand écart, et je pars sur du Fulci. Vous me direz. Fulci c'est cool quand même, hein. Donc j'en ai quand même pas mal de Chartus Film et forcément le chat qui fume. Donc voilà, je ne peux que vous encourager, comme d'habitude, à acheter cette édition d'Art Target. C'est un des meilleurs Van Damme. Voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs, et on s'y emmerde pas une seule seconde, il fait plaisir, dans des bonnes conditions, installé confortablement dans votre canapé, avec votre lecteur Blu-ray, ça je le conseille, un bon écran, les salles sont fermées, mais en attendant, nos éditeurs hexagonaux font le maximum pour que la salle arrive chez vous, et ça c'est plutôt pas mal, elle est pas mal ma phrase de sortie. Donc c'était la 14e vérif de 7ème dimension, et ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute.
prenons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... 7e dimension en mode podcast.